La plus grande de nos richesses ne se mesure pas en millions. Nous vous faisons découvrir des ovnis pour vous permettre d'en devenir un, vous aussi. Sportifs, entrepreneurs, artistes, ils nous partagent chaque semaine leurs récits de véritables trésors d'informations. Alexis, Robert, je suis trop content de te recevoir sur le podcast d'OVNI, parce que nous on aime bien les objets volants non identifiés, et je pense que Kima, bon, vous êtes plus tant OVNI que ça puisqu'on vous connaît, hein, vous êtes tellement visible et connu que comme le loup blanc, quoi. Mais en revanche, moi j'aimerais bien comprendre vraiment dans les moindres détails comment vous fonctionnez. Donc toi tu bosses chez Kima depuis 10 ans. Ouais, 10 ans maintenant. 10 ans, t'es un vieux, quoi. T'es Ah vraiment un ouais, vieux de chez ça Kima. fait peur. Et ça date de quand, Kima? Ça a été créé en 2010 OK, et l'équipe a changé en 2015, en septembre 2015 avec l'arrivée de Jean et moi je suis arrivé en novembre, donc OK, 2-3 mois après. OK. Donc t'es vraiment un vieux de la vieille de chez Kima. Kima, c'est le fonds de Xavier Niel, Mmh. pour ceux qui débarquent, sur ce podcast. Donc le seul, comme on dit, LP, donc le seul, financier derrière ce fonds, la personne qui l'alimente, c'est Xavier, c'est ça? Exactement, exactement. Xavier, que j'appelle par son prénom comme si je le connaissais très bien, mais on se croise, on se dit bonjour, mais je le connais pas très bien. Personne peut rentrer. Il y a des gens qui aimeraient rentrer avec vous, qui vous proposent, j'imagine, non? Qui disent: «Vas-y», Ah ouais, ça arrive, il y a plein OK. de gens, mais en fait, on est bien comme on est. C'est un fonds qui fonctionne comme les autres pour vous, en tant qu'investisseur? Vous avez 2 de frais de gestion, 20 de caride ou pas du tout? En fait, nous, techniquement, on est plus les tickets de business angel de Xavier Niel. Donc Ouais. légalement, on est en fait, une poche de business angel et on est recruté, par, la holding de Xavier. On est recruté par Xavier, on a un salaire et voilà, on n'est pas sur une poche fonds d'investissement 2 Vous n'avez pas 20 et de cetera. prime sur la performance? On a du caride, OK, comme les autres fonds, OK. mais on n'est pas sur des poches Ouais, levées avec OK, des OK, véhicules OK, OK. levés. Vous avez du caride, OK. Ouais. Ce qui pourrait, ouais, tu dis quand même, mais en fait, on pourrait se dire, ouais, attends, tu vas me raconter les volumétries, combien vous êtes, combien vous faites d'investissements par an, et cetera. Mais on sait que, enfin, on pourrait se dire, d'ailleurs, c'est assez drôle. J'ai vu un podcast il y a pas longtemps, sur lequel Xavier dit, enfin, en tout cas, le journaliste lui disait, t'as pas un peu l'impression que tout le monde tu l'as vu passer ce machin, tout le monde te prend pour la pompe à fric de l'écosystème et que tu donnes de l'argent à tout le monde, et cetera, et cetera. Et à la fois avec Kima, c'est quand même un peu, de facto assez volontaire. C'est quelque chose, non pas que vous soyez une pompe à fric, mais qui est un investissement permanent et Mmh. massif, dans l'écosystème. Donc, le revers de la médaille, c'est un peu qu'on puisse vous prendre comme, ceux qui investissent dans tout. Tu vas me dire, quel est votre taux d'investissement? J'y crois pas un instant que vous investissiez dans tout, hein, mais ça peut être la perception qu'on peut avoir de l'autre côté, non? Bah, il y a des gens qui nous disent qu'on est le péage de Saint-Arnaud des entrepreneurs. Mmh, Il y en a d'autres Saint-Arnaud. qui nous disent qu'on est le McDo du VC. Mmh. La réalité, c'est qu'en fait, on investit dans à peu près 1 à 5 entre 1 et 5 des boîtes qu'on voit. On OK. voit énormément de boîtes et on est sélectif. Vous êtes combien? On est 4 dans l'équipe, Vous êtes combien à voir des boîtes? 4. OK, les 4 voient des boîtes. Ouais. OK. Toi, tu pas arrivé pour voir des boîtes à l'origine, tu arrivé pour autre chose? Et moi, à la base, je suis développeur. Je OK. voulais pas être VC dans ma vie, je croyais que tous les VC, c'était des connards. Mmh. Je Et du voulais coup, t'es devenu VC ou t'es je devenu suis connard? je ne vais pas répondre à cette question. Ah mince, il Voilà. hésite! Mais oui, je suis arrivé en tant que développeur et ensuite après, au fur et à mesure du Parce temps, que on a je commencé je à faire des deals. je sais dans quelle équipe se trouve Jean, hein, en revanche. Mais je dirai pas laquelle non plus. On t'embrasse Jean. Donc OK, Kima, 4 personnes, vous voyez tous les dossiers. Moi, je voudrais, comprendre, donc les tickets, c'est combien, on a dit? On investit entre 100 et 150 000. 100 et 150 000, arbitrairement, jamais 90, jamais 160. On essaie de se donner entre 100 et OK. 150 000. Selon la place que vous avez, en gros. Voilà, c'est ça. Suivant la place qu'on a et suivant, parfois on décide de mettre 100, parfois on décide de mettre OK. 150, c'est comme ça. OK. Voilà. Arbitrairement, subjectivement, Mmh. OK. Et vous faites pas de follow? Du suivi sur des participations qui fonctionnent bien, ouais? En fait, on voulait faire du follow pendant un moment. On a réfléchi le modèle, on l'a tordu dans tous les sens et il se trouve que sur un modèle comme Kima, on n'arrive pas à faire marcher le système. OK. C'est-à-dire que Le follow, pour ceux qui connaissent pas, hein, c'est de se dire, tu investis, tu une moyenne, pardon, 150 000 € dans une boîte qui vaut combien, en moyenne? généralement, on prend 1 des boîtes. 1. Ah, donc tu es quand même à 15 millions, quoi, entre 10 et 15 millions sur le ticket.
Oui, après, c'est ce que je vois en Ouais, compta, ça après ça peut être 1 après un tour et ouais, cetera. OK, C'est assez variable. On a des tours à 5 millions de valorisation, on a des tours à 20, ça arrive OK. un peu. Donc le follow, c'est que le tour d'après, qui se passe à 50 millions, tu passes de 5 à 50 millions et C'est toi, tu ça. vas dire: «Ah bah, moi, je vais rajouter 2 millions cette fois-ci C'est puisque j'étais là avant, je connais bien la boîte et j'ai envie». Donc ça, vous en faites pas? On n'en fait pas, on a tordu le modèle dans tous les sens. À la fois, on n'y arrive pas et en même temps, il y a aussi un truc, c'est que ça nous permet d'être vachement plus neutre par rapport aux autres Mmh, investisseurs où nous, comme on fait pas de follow, ils ont pas la pression du bridge, de devoir nous raconter de la flûte parfois parce qu'ils se disent que peut-être Kima va réinvestir si jamais ça se passe pas bien. Ils peuvent être plus transparents avec nous. OK, Voilà. OK. Alors on va essayer d'avoir toutes les stats, tout ça, tout ce que tu peux me donner en tout cas. C'était Ouais. un ancien ingénieur, ou un ingénieur, tu es toujours ingénieur. Hem, mais avant, je voudrais comprendre le voyage, heu, de l'entrepreneur et chez vous et comment ça se passe. Tu m'as dit entre 1 et 5 des gens, qui passent entre vos mains, en tout cas entre votre regard affûté, passe le cut de Mmh. l'investissement. Hem Donc comment ça se passe? Moi, je suis, Mathieu Stéphanie, je lance ma marketplace Salvo. Moi, j'ai eu, en l'occurrence, à l'époque, Jean. Je vous présente mon truc, je fais un call. Mmh. C'est même pas forcément une visio? Si? Là, c'est généralement une visio. Visio, OK. Ouais. Vous faites rarement des rendez-vous en physique? Ou Honnêtement, ça fait gagner du temps aux entrepreneurs, hein. OK. Et donc tu en fais combien de visios par jour, là-dessus, toi, d'investissement? Chacun, on en fait entre 10 ou 15 par semaine de nouveaux entrepreneurs. Waouh! Donc ça fait entre 40 et 50. Donc par 10 ou 15 par semaine? Mmh. OK, donc tu es à, 3 par jour, quoi? Ouais, c'est ça. Ouais, OK. Des jours où on fait des tunnels de 10 heures à 19 heures avec que des appels. Et donc là-dessus, tu fais ta visio, combien de temps? 30 minutes, C'est toujours 30 minutes? toujours 30 minutes. OK. Donc, il y a pas le temps de voilà, on n'a pas trop le temps de c'est cut the crap quoi, tu es Ouais. vraiment dans un truc. OK. Tu arrives à quel moment généralement? Il faut qu'ils aient déjà d'autres investisseurs? Il faut qu'ils aient ou p Ça peut être à n'importe quel moment. OK. Donc je vous appelle, je vous dis: «J'ai un truc à proposer». D'office, vous dites oui à tout le monde? Pour prendre des appels, Ouais. Non, tu regardes quand même le dossier avant? on regarde un peu le dossier. Parfois, en fait, on veut pas faire perdre du temps aux entrepreneurs. Donc parfois, il arrive que en voyant le dossier, on se dit: «OK, ben, on sait que ça sera pas pour nous» et on dit non. Après, c'est vrai qu'on aime bien parler passer du temps avec des entrepreneurs parce que la réalité, c'est que parfois, sur un dossier, on a l'impression que ça passe pas la barre. En parlant avec eux, on réalise qu'en fait, c'est trop stylé et on veut y aller. Et parfois, il y a des dossiers sur lesquels, à l'inverse, Ouais. tu te dis: «Bon, lui de toute façon» enfin je sais pas, je suis, Elon Musk, je te dis: «Tiens, je voudrais que tu rentres avec moi». Tu fais pas le call parce que tu sais que tu y vas? Non, Ça arrive pas? Quand même pas? généralement, on veut toujours parler un OK. peu à l'entrepreneur. En une demi-heure, il y a des dossiers que vous comprenez pas? Enfin, pas bien, je veux dire, des dossiers très pointus sur la Ouais. blockchain et tout, Des ouais. dossiers, notamment des dossiers deep tech, parfois on a du mal à les comprendre, sur certains, par exemple, si jamais c'est du médical, et cetera, on n'a pas les expertises en interne, c'est un peu compliqué. Et il y a des dossiers dans lesquels, que tu comprends pas et dans lesquels vous allez? Bah, oui, oui, mais parce qu'en fait, on fait en fait, le métier de VC en early stage, c'est un métier de recruteur. Oui, oui. En fait, on recrute des fondateurs dans des secteurs intéressants. Donc c'est arrivé à un moment, je pense que c'est une boîte en medtech en particulier, Tu peux hem, les citer? j'ai oublié le nom. OK. Tu me dis si elle te revient après, ouais. Une boîte en medtech en particulier qui, le fondateur était incroyable. Il y avait une clarté de vision, une clarté d'expression. C'était parfait. Ce qui fait, j'ai un peu compris, mais honnêtement, est-ce que c'est la meilleure technologie ou pas? J'en ai absolument aucune idée. Mmh. En fait, nous, ce qu'on fait chez Kima, c'est qu'on a investi dans des fondateurs qui ont faim, qui sont passionnés, qui ont du drive et qui veulent tout casser sur des secteurs intéressants. Et en fait, le secteur, il était plutôt intéressant et en fait, en voyant l'entrepreneur, on fait: «Mais en fait, tu vas faire quelque chose, quoi. Mmh. C'est toi qu'on veut financer». En fait, on fait du recrutement. OK, super intéressant. Mais du recrutement en une demi-heure. Ce qui est drôle, Ouais. c'est qu'en plus, dans l'univers du recrutement, tous les gens te font, je sais pas, j'étais hier après-midi avec, une femme qui s'est fait recruter chez Amazon, elle fait, comme tout le monde chez Amazon, 9 entretiens de recrutement, quoi, tu vois? C'est le truc, ça dure 2 jours, c'est hyper stressant, c'est hyper pa processé. Vous, c'est, 30 minutes. Oui, mais Visio, en fait, boum. c'est un call HR, Ouais. c'est un call de recruteur, de début de process et nous, notre but, c'est de poser les questions qu'il faut pour réussir à Mmh. identifier un peu ceux qui ont faim, ceux qui ont passionné et leur faire confiance. OK, donc je passe le call avec toi, Alexis. Ouais. Heu, Tu décides quand? À la fin du call, tu me dis si c'est bon ou pas ou tu te donnes un peu de temps? Alors Jean, ce qu'il fait, c'est qu'il, décide tout de suite.
OK. Moi, généralement, ce que j'aime bien faire, c'est juste, dormir un peu dessus pour, éviter de me faire avoir par le côté émotionnel. Parfois, ça m'arrive je raccroche, je suis en mode: «Bon, bah, j'ai pas envie de faire le deal», puis après, je réfléchis un peu, je fais: «Ah, mais en fait, si». Mmh. Et parfois, ça m'arrive l'inverse. OK. Donc moi, je veux pas me faire avoir par mes émotions, mais après, c'est personnel, c'est un style perso. Chacun. Vous Mmh. avez pas de religion là-dessus, en tout cas. OK, donc je fais mon call avec toi, 30 minutes, tu me dis: «Je te réponds demain». Demain, tu me réponds, tu me dis: «Go» Mmh. et là, il se passe quoi? Bah, là, il se passe que ça dépend si jamais il y a un lead investor qui est là et qu'il y a un tour qui est fait et que c'était juste avant le closing. OK. Mais si jamais il y a pas de lead, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un autre appel, on passe la liste de tous les investisseurs, on fait des introductions à tous les fonds d'investissement de la place qui peuvent intéresser et on aide le fondateur à lever. OK. C'est comme ça que ça fonctionne. Et là-dessus, vous avez pas de prime, là-dessus? Enfin, vous rentrez au même, Mmh. montant que le lead, quoi? Oui, c'est ça. Qui lui fait une partie de ton job de due deal et tout ça, en fait. Tu te colles tu fais pas la due deal, tu fais pas les enfin bon, il y a pas toute route due deal Oui. tu que sur du early stage? On est que sur du early stage OK. et ensuite après, oui, on va pas s'amuser à sécuriser une valorisation additionnelle pour compenser ça. On se fait payer en karma. Donc donc si jamais, il y a une boîte qui lève sur une valo à 1,5 million Mmh. pré-money, ou à 15 millions ou, même 40 millions pré-money, Mmh. tant qu'il y a d'autres gens qui suivent, tu es Mmh. avec eux? Ouais. Parce qu'en fait, nous, notre but, c'est de parier sur des gens qui ont faim, qui ont envie de tout casser, faire des choses exceptionnelles et en fait, on verra, notre but, c'est de financer des outliers, donc en fait, des boîtes qui vont faire des trucs énormes. Donc la réalité, c'est qu'est-ce que la valorisation? C'est quelque chose qui m'importe. Oui, j'aurai un impact, mais moi, ce qui Mmh. m'importe, c'est d'être dans les meilleurs deals. Hem, Toi, tu as été recruté, tu m'as dit tout à l'heure, pour, les outils. Mmh. C'est quoi les outils? Parce que, dans un fonds, tu peux avoir toutes sortes d'outils. Tu peux avoir des outils de screening pour voir si, je sais pas, le mec est viable, c'est pas un escroc. Vous avez déjà eu des escrocs? C'est arrivé C'est vrai? et étonnamment, plus rarement que ce qu'on pense. OK. Mais c'est Étonnamment arrivé plus rarement. plusieurs fois? C'est arrivé plusieurs fois. Donc des Mais gens bon, qui c'est arrivé, 2 fois, 2-3 fois max sur, 10 ans, 15 ans. mais c'est pas, en l'occurrence, comme tu me le dis, c'est pas, parce que vous êtes allé vite ou alors, il y avait un fonds qui est allé, avec vous, donc le fonds s'est fait Ouais, escroquer aussi? oui, ça arrive. OK, Mais les gens en parlent pas. OK, Les gens le disent pas. OK. Tu fais arnaquer, un bon montant de cash, OK. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Enfin, je ne recommande pas à personne d'escroquer les gens, mais il se trouve que, tout le c'était, c'était Jason Lenkin qui disait ça sur un podcast, non, je crois que c'était un podcast de 20VC qui expliquait que tout le monde a dans son portfolio une boîte où il s'est fait Mmh. escroquer, il s'est fait voler. En fait, la réalité, c'est qu'il va jamais l'avouer. Non, mais en plus, tu as tous les niveaux d'escroquerie. Je veux dire, enfin, c'est toujours pareil, hein, on peut, bitcher sur un entrepreneur, qui dit, «Je vais envoyer des fusées dans l'espace» et qui n'y arrive pas, ou «Je vais, faire un test avec tu vois, une goutte de sang» et qui n'y arrive pas, Mmh. et à la fin, bon, bah, c'est la justice ou quelqu'un d'autre qui décidera si c'est un ou une escroc. Parce que là, je fais référence à cette, entrepreneur qui s'appelait Elizabeth Holmes. Je sais pas si tu avais lu le livre, qui est très, très bien, mais bon, je pense qu'elle s'est embarquée dans son arnaque à elle, mais enfin, ou dans son récit. Mais voilà, il y a aussi des gens qui peut-être commencent carrément la levée de fonds en se disant: «Tiens, je vais aller me farcir, des investisseurs», c'est possible. Après, à nouveau, nous, on est des recruteurs. Ouais. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on est un peu entraîné à repérer un peu les signaux faibles. C'est un peu notre marque de famille, on essaie de lire les gens, on essaie de les comprendre. Alors parfois dans ces règles, on se fait avoir, ça peut arriver. Mais il se trouve que statistiquement, on arrive assez bien à voir, les gens bullshit, voilà. C'est intéressant. Hop, je me note une question sur les signaux faibles pour plus tard, mais je voudrais qu'on continue Ouais. sur, ce parcours. Donc, tu décides, s'il a pas de fond et que tu es pas juste, un suiveur, un enfin un follower d'un fond, tu lui en présentes d'autres. Mmh. Il faut quand même qu'il réussisse à en trouver un lead. Mmh. S'il en trouve pas, tu suis personne, tu y vas pas. Oui. Donc, voilà, tu peux pas être le seul, Non. vous Non, faites non. pas un investissement où vous êtes seul avec 150 000 balles. Ça a dû arriver, mais c'est épisodique. OK. Généralement, on aime bien qu'il y ait un tour un peu structuré, ne serait-ce que pour que l'entrepreneur ait suffisamment de cash pour arriver à ses ambitions. Mmh. Parce qu'avec juste 150 000, malheureusement,
pas très loin. Non, c'est pour faire Euh, du POC, quoi. oui, c'est ça. Et donc, du coup, notre niveau de risque est un peu trop fort, etc. Et nous, ce qu'on veut, c'est que l'entrepreneur ait suffisamment d'argent pour pouvoir réussir à aller un peu loin et faire des trucs sympas. Quand t'entends quelqu'un de chez Kima qui dit notre niveau de risque est un peu trop fort, tu te dis ouais, bon, cette fois c'est Kima, mais bon, ok. Et tu vas m'expliquer un peu vos taux de succès, de réussite, tout ça, mais je trouve mon lead, t'investis avec moi, t'investis chez moi, tu mets l'argent. Comment ça se passe après dans la vie de l'entreprise? Et là-dessus, est-ce que tu as je sais pas moi, des analyses? Comment tu stockes tous les documents? Comment tu signes tout? Est-ce que les signatures sont faites automatiquement? Parce que rien que moi, honnêtement, mes 30 lignes d'investissement avant OVNI, j'ai quand même l'impression de signer en permanence des trucs. Pour certains alors c'est plus dans d'autres fonds dans lesquels je suis LP, mais pour certains que je ne comprends même pas moi-même, je me dis: «Je vais pas emmerder mes avocats avec ça», parce que de toute façon tout le monde a signé, donc tu te dis: «Bon, si tout le monde signe, je m'en fous». Et à un moment tu te dis: «Ça cela a une limite». Comment vous suivez tout ça? En fait, c'est simple, c'est que comment est-ce qu'on arrive à avoir la scalabilité avec Kima? C'est sur 3 aspects. Le premier, c'est forcément, on en a parlé, c'est la tech, c'est faire des outils en interne pour nous aider. Heu, le deuxième, c'est des process. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout bête, hein, j'ai juste des process un peu bien léchés, juste des trucs un peu simples. Si on peut résoudre un problème avec des process plutôt qu'avec la tech, on résout avec des process plutôt qu'avec la tech. Parce que OK. construire de la tech, c'est compliqué, ça prend du temps. OK, je vais essayer de l'illustrer, tu vas me dire. Par exemple, un process, c'est, 15 boîtes par semaine, 30 minutes maximum par boîte. Ça, c'est un process. C'est ça, ou par exemple, on reçoit un mail de signature, Mmh. en fait, on a pour faire signer un mail, pour faire signer un document, on doit envoyer un mail à la boîte de Team, avec marqué signing en majuscule, voilà, parce qu'en qui explique le condition du truc et qu'il faut faire signer. La boîte de team? Une boîte mail Team OK, où il OK. y a tout le monde qui reçoit. Donc si OK. jamais il y a un mail avec marqué signing et qui explique un peu la raison, à ce moment-là, Jean, qui est le seul qui a un pouvoir de signature, peut signer le document. Il y a que Jean qui signe? Il y a que Jean qui signe, 150 boîtes par an? c'est ça. Plus le suivi des 150 fois 10 ans. Il y a plus 1500 boîtes, Mmh. en l'occurrence, mais voilà. Il y a que Jean qui signe. Il y a T que Jean qui signe. Mais le troisième, c'est justement le management. Et par management, je dire un truc, c'est que en fait, il y a beaucoup d'organisations où les gens se marchent dessus. Mmh. Nous, ce qu'on essaie de faire chez Kima, c'est comme on est une petite équipe, on veut C'est de marcher chacun sur les autres. Putain, pardon. et justement, non. Heu, mais justement, en fait, on veut que chacun ait son scope et chacun ait ses libertés et chacun ait Mmh. son truc. Donc, par exemple, quand on a un document de signature, si c'est un document de signature qui est en France, eh ben, c'est notre personne en stage qui s'en occupe. Mmh. Si c'est un document de signature qui est hors de la France, c'est Chloé qui s'en occupe. Si c'est un truc compliqué ou si jamais c'est une exit, etc., eh ben, c'est moi qui m'en occupe. Et Jean, sa partie legal, c'est il signe. Et il OK. nous envoie les documents signés. Et donc, du coup, ça permet comme ça de savoir directement quand un mail arrive, qui s'en occupe, et on perd pas de temps, on va vite, bam, bam, bam. Et donc on va dire votre règle de base, c'est, «Je suis». C'est-à-dire que, C'est si tu vois un truc, une augmentation de capital avec des conditions un peu pourries qui dans l'absolu vous conviennent pas, mais que tout le monde signe, tu suis. bah, la réalité, c'est que si jamais on dit non, De toute façon, tu bloques, tu on va pas ouais, bloquer. La réalité, c'est qu'on dit non, on n'a pas de pouvoir. ouais. Les seules choses où parfois on peut avoir un rôle, c'est dans des cas qui sont un peu compliqués, où il y a des fondateurs qui se battent, qui se bagarrent. En fait, parfois, Kima a un peu un rôle de médiateur parce qu'on est un peu plus neutre que les autres parce que comme on n'est pas au board. Et là, on peut avoir parfois un peu des rôles actifs. Mais sinon, dans la partie légale, je veux dire. Mais sinon, dans la partie légale, on n'est pas très actif. Non, et c'est pas notre rôle, en fait. On est un petit ticket dans la cap table. On veut pas casser les pieds aux gens. On veut être des gens sympas. C'est vrai quand tu es, non, mais en fait, il y a toujours des business angels. Quelque part, vous êtes un peu un gros business angel Mmh. là-dessus. Moi, je vois de temps en temps, dans des cap tables, dans des boîtes dans lesquelles je suis, des business angels qui emmerdent tout le monde sur des détails où tu as envie de dire: «Non mais waouh chérie, tu as 0,4 donc calme-toi, quoi». Ah, mais nous, c'est hors de question qu'on fasse ça. Mmh. Parce que la réalité, c'est que nous, on croit dans le karma. Ouais. On croit dans le fait que c'est super important de faire des trucs bien pour que l'entrepreneur fasse des trucs énormes. C'est ça notre priorité, en fait. Et Alexis, alors j'ai plusieurs questions. Toi, tu me dis: «Nous, on croit dans le karma», mais le karma paye-t-il? Oui. Ouais, 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 moi j'y crois à fond. Non, mais moi, je veux pas que tu y crois, je veux que tu me le prouves. Bah, en fait, c'est marrant, mais ça nous est arrivé plusieurs fois. Par exemple, là, il y a un deal, par exemple, l'exemple du deal, bah, ça je qui me bah, dans lequel OVNI a investi, qui s'appelle Moken. Je sais Ouais. pas encore s'il a été disclose ou pas. Ouais, ils sortiront parle-en comme tu Voilà. veux, ils sortiront plus tard s'il faut le sortir plus tard. Par exemple, le deal Moken, comment est-ce que moi j'ai eu le deal? C'est parce qu'en fait, c'est un deal sur lequel moi je me suis fait sortir.
il y a un autre deal sur lequel moi je me suis fait sortir parce qu'il y avait pas assez de place et cetera. Et un jour, les fondateurs, ils m'ont dit: «Bah, là, je suis sur Paris, on va se voir, est-ce que tu veux qu'on se voit parce qu'on a besoin d'aide?» Le réflexe naturel d'un investisseur, c'est que vu qu'ils m'ont sorti du deal, c'est de lui dire: «Ouais, bah, en fait, vous êtes des connards, vous m'avez pas laissé, Mmh. rentrer dans votre tour d'investissement, jamais je vais vous aider». Bah, moi, j'ai ravalé mon ego, je suis allé les voir, on a discuté ensemble, ça s'est super bien passé et en fait, à la fin du rendez-vous, bah, ils m'ont introduit à Moken et ça s'est retrouvé à être voilà. Donc en fait et ça, des exemples comme ça, on en a une tonne. Des gens, Mmh. on leur a dit non en mode, on veut pas on n'a pas de conviction pour investir chez toi à ce stade-là, qui ensuite, c'est parce qu'on l'a fait de façon rapide, respectueuse, bah, en fait, ils nous ont introduit un de leurs potes et ça a fait un de nos super deals. Ça arrive tout le temps. Trop bien. Donc le karma paye. J'aime bien ça, hein, ça c'est Naval Ravikant, je sais pas si tu suis un peu toutes ces personnes, mais qui sont à fond là-dessus sur le karma. Moi, j'y crois très fort aussi et je pense qu'à la fin, surtout, c'est le karma, c'est du des intérêts composés, quoi. Que pour ceux qui sont sensibles à la finance, les intérêts composés de la vie, quand à un moment tout le monde a confiance en toi, c'est Mmh. que tu es quelqu'un de bien, bah, tu accélères tout, en fait. Oui. Les gens te disent oui par défaut, quoi. Oui et C'est puis ce que tu vas chercher. oui et puis surtout, on sous-estime la puissance des petites discussions à gauche, à Mmh. droite, parce qu'on a aidé quelqu'un et donc du coup, quand les petites discussions à côté, ils disent: «Ah mais oui, mais Kima, ils m'ont trop aidé là-dessus gratuitement, c'était trop sympa. Ah mais ils m'ont fait un retour qui était cool. Ah mais» toutes ces petites discussions-là, au final, ça fleurit avec le temps. Ce qui est fou, c'est que parce qu'à un moment, je me disais: «Mais bon, donc finalement, quand je t'écoute, tu mets, donc 150 000 € dans une boîte et puis après tu me sers plus à rien». Tout qui que tu es, visible que tu es, Alexis ou Jean, je me disais: «Bon, finalement, tu vas pas réinvestir puisque tu fais très peu de follow, pas de follow du tout, vous avez pas réussi à craquer le truc», tu me l'as dit tout à l'heure. Heu, donc pas de follow, donc à un moment, je me dis: «Bon, mais si, parce que vous avez des idées, vous avez surtout du réseau». Donc tu as un effet, halo qui est hallucinant. À la fois ça et à la fois moi, il y a un truc, avant j'étais entrepreneur, j'essayais de monter des boîtes, je me suis complètement ramassé. C'est pour ça que je suis devenu VC parce que je suis incapable d'exécuter, ceux qui ne Mmh. savent pas faire conseil. Heu et j'ai vécu notamment dans ma 2e expérience, j'ai vécu vraiment des phases de haut et des phases de bas qui étaient très, très dures et et moi je crois et ce que j'essaye vraiment de faire chez Kima et c'est ce qu'on essaie vraiment de faire, c'est d'aider les entrepreneurs à résoudre leurs problèmes de solitude. C'est-à-dire que on sait que c'est génial de monter une boîte, mais on sait qu'on passe par des phases de haut, on sait qu'on passe par des phases de bas où ça va être super dur et nous, on va être une oreille attentive pour vous écouter et pour vous faire prendre de la hauteur ou vous faire des parallèles avec des trucs qu'on a vus parce que chez Kimi, on a vu plein de trucs. Mmh. Et l'autre truc, un peu comme une sorte de psy individuel ou de coach, hem et l'autre truc, c'est que, bah, justement, c'est inspiré de la psychologie de groupe et on essaie de connecter les entrepreneurs les uns avec les autres parce que c'est bête, mais quelqu'un qui a un problème et parfois on n'arrive pas à en parler, autour de Mmh. soi. On se ressent vachement seul et à la fois on peut en parler à Kima, mais aussi on aimerait bien en parler avec d'autres entrepreneurs qui ont des problématiques en go-to-market, en marketing, mais même en people. Un entrepreneur qui a un prud'homme, ça arrive. Les problèmes de people, ça arrive, et je parle pas forcément de prud'homme et ben, en fait, on se sent vachement seul. On peut pas en parler à sa famille et ses amis parce que sinon ils nous traitent de gros capitalistes de droite et Mmh. voilà et et heu et donc du coup, on essaie vraiment de faire soit des rendez-vous soit des événements qui s'inspirent de la psychologie de groupe, qui s'inspirent un peu des alcooliques anonymes, où chacun discute, on fait 2 tables de 15 où les gens se Mmh. rencontrent, parlent de leurs problèmes. On essaie de faire des événements comme ça Tu pour sais que les ce qui entrepreneurs soient fonctionne là-dessus? C'est les rencontres, tu connais Andrew Wilkinson, ça te parle ou pas? Tiny Capital, oui, oui. un super truc. J'écoutais, moi j'adore ce type, il m'a beaucoup inspiré justement sur la création d'Alvo, l'accélération en fait, des gars qui font des a ils vont un peu comme vous d'ailleurs, hein, ils vont racheter des boîtes eux, Mmh. mais ils te font une offre. Genre ils la regardent le mardi matin, le mardi midi, ils te font une offre, le jeudi tu as le term sheet quoi et toujours en respectant l'esprit de l'offre. Parce que Mmh. souvent, l'idée c'est de te filer un term sheet, sur lequel tu vas derrière essayer de défoncer et l'objectif une fois que tu as signé le term sheet, c'est de dire: «Ah oui, mais ça tu me l'avais pas dit, donc ça dévalue de 5 000 000, ça enlève le machin» et cetera. Donc c'est vraiment la traditionnelle dans la fusion-acquisition. Eux, ils font pas ça. Donc ils sont réputés pour faire des term sheets bas, Mmh. mais en revanche, ils respectent, leur term sheet. Donc si tu acceptes, tu auras pas de mauvaise surprise derrière. Et bref, lui, il racontait que, ils ont créé des groupes comme ça, et en fait, ils se voient, je sais plus si c'est toutes les 6 semaines ou toutes mais en revanche, il dit qu'il faut les revoir en permanence. Il faut créer une routine Ouais. parce qu'au bout d'un moment, de quelques mois, quelques années et ben, en fait, tu crées un lien avec des gens et lui, il dit: «Il y en a 2 qui sont devenus mes témoins de mariage», tu vois? C'est assez drôle quand même. C'est génial, c'est trop bien. Assez drôle. OK, donc je comprends le principe
de Kima dans les grandes lignes. Vous investissez dans quoi? Vous investissez dans, des savons de Marseille? Tout ce qu'il y a de la tech. OK. Tout ce Y qu'il y a de la compris des tech. savons de Marseille? S'il y a de la tech? Faut trouver de la tech Et dans les c'est salons. Mais non, je sais pas, dans la manière de soit dans la manière de produire, soit dans la manière de le vendre ou quand même pas? Le e-commerce, c'est pas de la tech? ben, tout ce qui est digital brand, il y a eu un gros push VC qui a eu lieu, notamment aux États-Unis, mais qui Ouais. c'est forcément ce qui est hype aux États-Unis arrive forcément hype en Europe pendant un moment. Et ça, c'est les phases 2017-2018 où il y avait Mmh. beaucoup de digital brand. On a du mal à avoir le modèle marché en Europe pour des questions de structure de marché, à Ouais. cause de la division entre les pays et parce que c'est souvent des positionnements premium. Ce qui marche bien pour les digital brands, c'est les positionnements qui sont plus prix plus bas, ce qui permet Mmh. d'avoir des marchés adressables plus gros dans les pays locaux, qui évitent de devoir s'internationaliser plus vite, ce qui est un gros problème de l'Europe. OK. Donc on fait pas trop ça. OK. OK. Alors vous Sinon faites tout ce quoi? qu'il y a de la tech. Tout ce qui est de la tech, Voilà. de la biotech à la medtech, à la proptech, à la, HR tech, des trucs, totalement, incompréhensibles à des choses, très faciles et très basiques, très basiques. Bah, généralement, on fait plus des startups dans le digital. Donc Mmh. généralement 80% des deals, 90% des deals qu'on fait, c'est des startups dans le digital. Qu'est-ce que En tu dis par digital? Parce que ça veut tout et rien dire. tout ce qui a du logiciel, du software. Mmh. C'est généralement ce qu'on aime bien faire, Donc pas de et biotech? et on en fait un peu depuis 2 ans. OK. Depuis 2-3 ans, on a commencé à en faire. Et ça, c'est un peu une innovation qu'on a amenée, parce qu'on s'est dit, c'est simple, c'est qu'on a peut-être un rôle à avoir, parce que justement, comme on a ce but d'investir dans énormément de startups, d'être un peu une sorte d'appel d'air de l'écosystème, peut-être qu'on a quelque chose à apporter sur les startups deep tech. Donc on en fait un tout petit peu, on en fait entre 5 et 10 par an. Mais voilà, c'est histoire d'apprendre. Peut-être qu'en fait, on va perdre totalement notre argent sur cette Mmh. expérimentation. Mais même si jamais on perd, l'idée, c'est de permettre de faire un peu un appel d'air là-dessus. C'est ce qu'on s'est dit de faire depuis il y a 2-3 ans. Quelle est ta perception justement d'OVNI là-dessus, sur le côté deep tech? Ah, ils sont super bons. Ouais? En fait, il y a très peu de fonds de référence et OVNI, honnêtement, moi, dès que je vois une boîte deep tech, j'envoie OVNI, hein. Je OK. parle d'OVNI et de toute façon, la réalité, c'est qu'OVNI, elle les a déjà vus avant moi, donc C'est clair. À chaque fois qu'on en reçoit, moi, et je les envoie parce que je suis tenu, par mes contrats avec OVNI de d'abord toutes les boîtes que je vois, les mmh. envoyer à OVNI avant de les regarder moi-même. Enfin, en tout cas, avant d'investir. Et à chaque fois, ils les ont toujours, vus, c'est insupportable. Et si à l'inverse, OVNI t'envoie des boîtes et te dit: «On va y aller», tu vas regarder un peu Oui, plus toujours, précis? OK, toujours, OK. toujours. Quel est l'intérêt d'un fonds, de t'envoyer à toi? Est-ce qu'il y a un, je veux dire, finalement, les fonds qui vont mettre, 1 000 000, 2 000 000, avoir, Kima avec 150 000, on s'en fout, autant garder notre part? Oui ou non? J'imagine que non, mais Heu, Bah, en fait, il y a 2 réponses à cette question. Il y a est-ce que le fonds pense lui-même voilà, qu'il est autosuffisant? Heu, mais mais la deuxième réponse, c'est surtout, que c'est simple, c'est tout ce que j'ai expliqué mmh, avant. C'est que nous, on a une place qui est vachement plus neutre, on a l'avantage d'avoir vu énormément de choses. Heu, L'autre point, c'est, justement tout ce réseau d'entrepreneurs où on peut connecter les entrepreneurs les uns avec les autres. Et aussi le troisième point, c'est et qui est pas à négliger, c'est qu'on est un peu un hub pour les fonds américains, on est mmh, un hub pour les fonds anglo-saxons qui en fait, dès qu'ils arrivent à Paris, ils vont voir Kima et en fait on a beaucoup aidé les investisseurs, on a beaucoup aidé des tours de table à se faire aux États-Unis, on a beaucoup aidé des tours de table à se faire en Angleterre et même par exemple, moi là actuellement j'ai un entrepreneur qui a besoin d'aller aux États-Unis, il a besoin d'avoir, quelques contacts de gens sur place. La mafia des Français, à San Francisco, on mmh. connaît une pelle, on fait, 4-5 intros, hop, ils font des déjeuners et comme ça ils se font introduire là-bas, quoi. Ouais, ouais, vous êtes, Kima, comme Exa dans une certaine mesure, ou certains un peu, il y a un peu de fame ou de hype à aussi être avec vous. Très bien. Ce sont des brands de l'investissement, c'est intéressant. Ouais, très clair. Si je dois revenir, très rapidement sur les outils et Mmh. tout ce que tu as développé, ce que vous avez développé ensemble, parce que tu m'as parlé des process, mais qu'est-ce que vous avez développé ensemble? Vas-y, fais-moi rêver. En termes d'outils, qu'on a développés, le premier qui est notre plus gros, c'est le logiciel qui s'appelle, Kimalab, OK, qui est le logiciel qui gère toutes les participations de Kima. Donc on a OK. une grosse base de données avec 1 500 participations, à peu près 1 000 actives. Ça comprend dedans, toutes les transactions financières qui ont été faites, donc tous les virements qui ont été faits, mais tous les tours d'après et ce qui nous permet de calculer en temps réel notre performance financière, qui nous permet ensuite après de pouvoir, faire les extracts pour la comptabilité
pour les départements comptables et fiscaux et en même temps d'envoyer automatiquement des emails tous les ans aux entrepreneurs pour qu'ils puissent, valider, le dernier prix par action et tout ce genre de choses pour que nous, on puisse faire des reporting qui correspondent bien. Ça nous fait gagner un temps de malade. On n'a Incroyable. pas de CFO. Ça se fait, c'est quasiment automatisé. 80%, 90% de notre review, entre 80 et 90% de notre review annuelle est faite automatiquement. Et ça nous change la vie. Parce que sinon, sur 1500 lignes, sur 1000 lignes actives, envoyer des emails à 1000 personnes, demander où est-ce que ça en est, c'est impossible. Ok, donc ça, c'est fait une fois que tu m'as validé, limite, tu prends mon nom, mon prénom, mon machin, le nom de la boîte, le Mmh. RCS si elle existe déjà ou je sais pas quoi. Là, tu onboard et puis petit à petit, pour avoir les infos, c'est à tes participations de les remplir. Non. Non? En fait, ça rentre dans le process de signature. C'est quand il y a Mmh. un nouveau tour de table qui se passe, on a de toute façon un document à signer. Mmh. Donc, en fait, dans le process, la personne qui s'occupe de ça rentre dans le logiciel. Ça prend 3 secondes. Donc tu vas chercher la valo, le chose. Si c'est compliqué parce qu'il y a des BSPCE ou des tas d'options de machin, tu simplifies un peu ou... Ah, ouais, Oui, on fait au plus rapide. Mais ok. généralement, c'est assez facile et on arrive à être, en ayant la cap table ou en demandant un truc très simple, on arrive à avoir un truc pas mal. Donc tu connais ta cap table, tu connais ton pourcentage dans chaque boîte, tu connais ton montant, tu connais les évolutions, t'as des critères de genre justement deep tech, je sais pas, HR ou je sais pas quoi ou même pas. Non, Pour on juste n'a pour pas avoir des statistiques, tout ça, non. on aimerait bien les avoir. Le problème qu'il y a, c'est que les boîtes font des pivots, tout ce genre de Hmm. choses et en fait, il faudrait maintenir ce registre-là de secteur avec le temps. Nous, on fait du 80-20, hein. C'est-à-dire Hmm. qu'en fait, avec une petite équipe, nous, on fait du 80% qui est bien, les 20% prennent tellement de temps qu'en fait, on s'en occupe pas. Ok. Donc ça, c'est Kimalab. Ouais, c'est ça. Ça intéresserait plein de monde. J'imagine qu'il y a des gens qui sont un peu lancés, non? Il y a des boîtes qui font des SaaS pour les Mmh. VC. Ouais. Oui, il y a EDA dans lequel on a investi, Ok. qui fait ça et il y en a 2-3 autres, c'est Mais vrai t'es qui pas font ça. client. T'as investi, mais t'es pas client. Parce que Hem, c'est ton outil à toi. Bah, en fait, comme je suis développeur et que c'est moi qui l'ai programmé, si jamais il faut faire des petits ajustements, moi, je peux directement aller dans le code et hop, faire un C'est truc plus rapide. pratique. T'as Ça développé va ça plus en vite. quoi? En Python, Ok. Python Django, voilà. Très bien. Ça, t'as essayé de le plugger à des IA? Ça, sur cette partie-là, pas encore. Mais là, c'est la réflexion de l'été, c'est comment réussir, en fait, mais on va travailler plutôt sur la partie, CRM et la partie, aide au closing. Ok. En fait, ce qu'on fait chez Kima, c'est qu'on regarde vraiment feu par feu. On regarde les bottlenecks. Là, pour l'instant, cette partie-là est pas trop un bottleneck. Là, les bottlenecks, c'est plus, en fait, sur la partie CRM où c'est parfois un peu le bordel. Pour ceux qui parlent pas le langage de code ou de choses comme Oui. ça, mais même de business, le bottleneck, on a bien compris, hein, mais Mmh. c'est l'endroit où c'est l'embouteillage, quoi. C'est L'endroit ça, où, voilà. Et donc, depuis toujours, vous avez regardé, dès qu'il y a un embouteillage à un c'est endroit ça. où ça se resserre, tu te dis, bon, comment on peut le desserrer grâce à la tech? C'est exactement ça. On Ok. éteint flamme par flamme, on prend la flamme la plus grosse. C'est OK, quoi la bah, flamme la plus grosse en ce moment? tout ce qui est CRM, gestion, par exemple, ouais, toutes les boîtes qu'on voit. On a plusieurs sources, j'ai fabriqué un CRM en 2019 à une époque où, tous les entrepreneurs avaient un site web de boîte Hmm. à l'époque. Maintenant, il y a des gens qui sont working on something new sur LinkedIn, il y a des Hmm. profils très différents, des gens qui cherchent, qui idéatent et donc du coup, il faut qu'on puisse attacher des profils LinkedIn et ça, c'est pas fait pour. Il y a quelques petits ajustements à faire. Donc on va refaire le CRM cet été. T'as pas essayé de bosser avec Folk? Tu Heu, l'as déjà vu? Justement, ouais, c'est j'ai un vu, tool faudrait que je de réessaye. J'avais de regardé une Exa. démo, faudrait que je réessaye. C'est pas mal, c'est pas mal. Moi, j'utilise, c'est pas mal. Après, il y en a qui vont aller sur Notion, mais Notion, c'est vraiment pas fait pour ça. C'est fait pour tout et pour rien, mais vous êtes des fous de Notion ou pas? On utilise un peu en interne. OK. Après nous, on a un tel volume, Ouais, si mais moi je peux coder un truc rapidement, OK. je fais ça l'été. OK, donc tu m'as dit, Kimalab, tu m'as dit le CRM. Vous avez d'autres outils de ouf? On a un outil pour faire les virements. En fait, on saisit les virements et c'est Anthony, le directeur de la holding, qui valide tous les virements. Mmh. Et ensuite après c'est tout bête, hein, mais quand on fait un virement en dollars, il faut récupérer le taux de change. Donc en fait, on s'est plugué à l'API, d'IBAN First. On récupère le taux de change, on le renvoie au logiciel de compta, c'est bon. Voilà, Et c'est IBAN First qui fait le virement c'est IBAN là-dessus? First qui fait le virement, on Qui l'utilise. fait tous vos virements, ou que les virements en devises? Tous les virements. OK, c'est vraiment le feu IBAN First. Pierre-Antoine Dussoulier, moi, au début, je comprenais pas exactement ce que ça foutait, à un moment, quand j'étais quand j'avais mon agence Cosa Mmh. Vostra là, avant qu'on la vende l'année dernière, j'ai une filiale en Tunisie. Heu, on faisait pas tant de virements par an, enfin, c'était quoi, à la louche entre 300 et 400 000 €, là-bas. Je pense qu'en passant sur IBAN First, j'ai économisé un solide
15 000 à 20 000 euros, juste comme ça. T'imagines enfin, et c'est plus simple en plus, comme tu le dis, c'est apaisé, trop simple. Ah mais c'est, et d'ailleurs l'API d'Ibanfor ça a été créé, pour Kima à la base. Trop fort. C'est ça, c'est Maxime Champoux qui était le product manager dessus. Et moi, ils m'ont aussi réussi, réussi, je sais pas, j'avais dans un Mmh. investissement, à faire une boîte aux Caïmans et en fait, j'arrivais pas à faire le virement via la Société Générale du coup, je l'ai fait, grâce à IBAN First, quoi. Vous faites ça, des trucs, vous enfin, il y a des red flags, pas de Caïmans ou des choses comme ça ou pas? Non? Parce qu'il y en a qui le font, des boîtes. Moi, c'était une boîte étrangère, heu, les Caïmans, ils te disent: «Bah oui, mais non, mais pour les Anglais, les Américains, ils s'en foutent», c'est pareil, c'est un peu le non? Non, nous c'est là, nous on a un ratio à vérifier, un ratio fiscal à vérifier, mais en fait en vrai ça va, hein. OK. On peut faire un peu pour tous les pays, il faut juste faire un tout petit peu attention. Alors il y a des pays où c'est un peu plus casse-pied, d'autres pour la légalisation de documents. Alors on a vu Mmh. toutes les situations légales bizarres, on les a vues, hein, ça y est. Et mais par exemple, typiquement, il y a des pays où en fait, pour faire légaliser les documents, les Émirats arabes unis pendant un moment, c'était assez compliqué parce que Ah bah, je te parlais de la Tunisie, je sais pas si tu as fait, ils ont quelques belles boîtes en plus en Tunisie, hein, mais mmh, Tunisie, tu dois aller en mairie pour légaliser. Donc tu dois, ta signature pour rentrer dans un business comme ça, toi qui l'as fait, comme ça en des minutes, tu devrais aller pendant un moment, moi je devais aller en Tunisie, donc merci l'empreinte carbone. Après j'allais, grâce au covid, au consulat, dans le 16e, mais affreux quoi, affreux. ah mais nous on a vu pire. Ouais. On a vu, tampon à 800 €, Oh putain. avec alors sur le tampon, il y a un bel aigle, hein, il y a pas de Mmh. problème, il est tout très joli. Mais bon, les Émirats arabes unis se sont améliorés depuis avec, la création des zones franches. Mmh. Mais oui, on a vu des situations, comme pas possible, on les a toutes vues. Brusque. Je sais plus si c'est dans cette version de l'épisode ou si c'était dans la dernière, mais on va y retourner. Vous êtes déjà fait arnaquer? Vous êtes déjà retrouvé dans des, je sais pas, des scams ou des choses où tes 150 000 ils disparaissent, boum, du jour au lendemain? C'est un tout petit peu arrivé, mais c'était épisodique. Ça arrive à tout le monde. Personne n'en parle, Mmh. personne n'ose l'avouer, mais tout le monde, une fois, s'est fait avoir. Mais après, sur 150, on fait 120 deals par an. Honnêtement, depuis 2015, même depuis avant, parce que j'avais la gestion du portfolio d'avant. Honnêtement, ça a dû arriver, 2 fois, 3 fois. Il y avait Olivier Goy, je sais pas si vous aviez suivi avec October, ils avaient développé comme ils faisaient investir des particuliers dans des entreprises, l'arnaque pour eux, c'était vraiment leur phobie, quoi. Ils avaient développé un méga truc, pour spotter ça et il me disait en fait, et d'ailleurs je l'ai plutôt éprouvé, dans un truc, mais il me disait: «Nous, on arrive à déceler des trucs en 10 minutes que des banques arrivent pas à voir et vont financer ou même des fonds». Je crois qu'il y avait eu un investissement de 70 millions. Quelqu'un les avait testés parce qu'ils s'étaient fait arnaquer, ils voulaient vérifier et eux, ils ont regardé en 10 minutes, ils ont dit: «Non, dans cette boîte, nous, on n'y va pas ou faut pas y aller parce que il y a ça, ça et ça et ça, quoi». Nous, ce qui se passe en fait, nous, c'est 2 aspects. Le premier, c'est que, comme je disais plus tôt, on est un peu des recruteurs. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, on voit énormément de gens, on arrive à lire les signaux et en fait, on essaie de lire un peu, les fondateurs, de faire un peu de profiling et heu et donc du coup, au bout d'un moment, les gens qui essaient de nous arnaquer, on commence à spotter. On spot un peu. Même d'ailleurs, on spot carrément. Heu, Après, il y en aura toujours qui passeront un peu la ligne. La réalité, c'est comme on n'est jamais seul sur un deal, Mmh. c'est soit si jamais il nous a nous, bah, en fait, il aura pas quelqu'un d'autre et en fait, on Mmh. discute tous entre nous et voilà. Et ça, honnêtement, j'ai jamais vu le cas arriver. Soit sinon, c'est le lead investor, l'investisseur lead, quand il va faire sa due diligence, il va regarder qu'il y a un problème. Super intéressant. Mais honnêtement, ça arrive tellement jamais que sur une 120 deals, c'est même pas l'épaisseur du trait, quoi. Même sur 1 500 boîtes, c'est même pas l'épaisseur du trait. Je dis pas aux gens de nous arnaquer, hein, mais Non, 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 je comprends, mais c'est vrai que c'est, de toute façon, un truc que j'ai découvert dans l'absolu sur mmh, internet, au sens large, hein, tu vois? C'est qu'on est toujours parano. mmh, Moi, j'avais la toute première boîte que j'ai montée, je vendais des photos et des vidéos d'actualité à la presse et aux médias. Je recevais, jusqu'à 3 000 par jour et on se disait: «Mais on est persuadé que les gens veulent nous manipuler», donc on vérifiait, on avait des outils qui vérifiaient tout, on avait des journalistes qui vérifiaient tout et cetera. Dès qu'on vendait, tout était vérifié, survérifié. Le taux de tentatives d'arnaque mmh, en moyenne était, mais genre, c'était mmh, pas un par jour, donc sur 3 000, je veux dire, c'était vraiment sur un taux très, 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 très faible. mmh. Mais le seul taux qui te le fait dans certains business peut te faire péter, tout le reste du business. Pas chez vous parce que vous êtes entre vous, mais Oui et puis c'est toujours le truc, c'est que à la limite, moi
je préfère avoir un tout petit peu de de problèmes, Mmh. mais par contre, de l'autre côté, avoir les startups qui défoncent. Ouais. Parce que la réalité, c'est qu'en fait, les entrepreneurs, qui font des trucs extraordinaires, toujours un peu de casserole. Ouais. Parce que là, on a parlé d'arnaque, mais on n'a pas parlé de gens qui ont un peu de casserole, qui ont des histoires un peu sulfureuses derrière eux, Parce qui qu'ils font partent trop bosser sulfureuses. les gens, parce qu'ils font ouais. Voilà, il y a toujours des histoires comme ça, des gens qui ont un peu des casseroles, et cetera, ou des gens qui disent: «Oui, ce mec-là, c'est un connard», ou des choses comme ça. Mmh. En fait, la réalité, c'est que les entrepreneurs qui font des trucs incroyables, ben, forcément, ils essaient de jouer un peu avec Si la ligne jaune. si C'est tu comme veux que ça. tout le monde t'aime, être entrepreneur à succès, c'est pas forcément simple. C'est un peu Bah, la c'est super dur. OK. C'est super dur. Typiquement, Nick de Revolut, honnêtement, des gens qui disent que c'est un connard, on peut en trouver un Mmh. smirmorque, hein, mais la réalité, c'est que Nick de Revolut, il a fait un truc exceptionnel. Ouais. Oui, c'est sûr. Après tu vas prendre des Bernard Arnault, tu vas prendre des Bolloré, tu vas même peut-être prendre des Xavier Niel d'ailleurs et puis tu as toujours des gens qui pensent que ce sont des connards, mais c'est leur droit, mais en l'occurrence, ils sont les vides, quoi. Ouais, c'est ça. OK. Xavier Niel d'ailleurs, donc il investit 15 millions par an. Je Mmh. vais pas te faire l'affront de te poser cette question, est-ce que c'est un connard ou pas? Tu m'as déjà pas répondu pour toi, tu vas pas répondre pour Xavier. Heu, il c'est quoi sa relation avec vous? Vous le voyez, il s'y intéresse, il quel est son, il fait pas ça pour l'argent? Bah, au début, il faisait ça d'un point de vue philanthropique, Mmh mh. mais maintenant ça fait un peu d'argent, donc voilà, ça fonctionne. Le modèle fonctionne, mais à la base, c'était vraiment pour aider l'écosystème. Mmh. C'était vraiment un give back, quoi. Hem Et maintenant, c'est un modèle qui fonctionne bien, donc Il a envie voilà, de il savoir, continue. d'avoir le pouls de ce qui Oui, fonctionne pas et cetera. OK. oui, donc il y a un report qui est envoyé, donc Jean lui envoie un report, tous les quarters, OK. et lui, il a tous les mémos d'investissement avec tous les decks et il les lit. Arrête. Donc tous les investissements de Kima, il lit 2 par tous les semaine. decks. Waouh! Donc il voit à peu près ce qui se passe, Et tu l'avantage que ça lui donne aussi, quand tu fais ça? ouais, c'est pas mal. En termes de vision, Bah, à la fois, il y a ça et à la fois, ça oui, c'est ça, ça permet un peu de sortir un peu de voir tout ce qui se fait de mmh. nouveau, dans l'écosystème, quoi. Et vous le voyez un peu? Ou De temps en physiquement? temps. De Ouais, temps en temps, moi, OK. j'ai dû le voir, 4 fois. En 10 ans, ouais, OK. Super Les gens le intéressant. voient plus souvent, ouais. OK. Les gens le voient une fois par an, je crois. Et vous avez voulu donc vous reverser, vous partagez vos perfs, comment ça se passe, de là 1 500 entreprises dans lesquelles vous avez investi? Tu m'as dit à peu près 1 000 actifs, donc ça veut dire qu'il y en a 500 qui ont soit, surperformé, vous êtes sortis, soit, qui ont cassé et qui sont plus là. Exactement. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu peux me partager? Bah, en fait, dans le modèle, nous, on se dit qu'en fait, il va y avoir 90 des boîtes qui vont mourir. En fait, ce qu'on se dit, c'est qu'en fait, 10 vont surfonctionner. C'est comme ça qu'on se dit un peu. Mmh. Hem, En pratique, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est un peu plus nuancé. Chaque année, en fait, on a une boîte qui cartonne tout. On a 4-5 boîtes qui vont nous faire, qui nous font, 5 fois la mise. On a quelques boîtes qui nous font, des 1 ou 2x, où on revend la boîte entre 1 et 2x et après, voilà, c'est à peu près tout. C'est Donc vraiment une la qui power law. cartonne là, si je prends, bon, je vais pas arrondir à 100 parce que tu es plutôt à quoi? 120 ou 150, 120, pardon? 120. 120. Donc 120, donc tu es pas loin de Mmh, 1% qui est la boîte c'est ça, qui casse tout. Le c'est casse ça. tout, c'est fois 100 Sur Sora, on était à fois 350, je crois, un truc comme ça. et vous êtes sortis? Là, pour l'instant, on n'est pas sorti. OK. Bon, c'est peut-être plus à 300 fois 350 en ce moment, mais OK. Sur, fois 100, 200, 300, on est, dans ces eaux-là. Mmh, C'est la boîte par an, la mmh. pépite. Tu en as combien? 5? On a une pépite, on a 5, on a entre 2, pardon, non, on en a plutôt entre 2 et 5 qui font fois 3, fois 5, OK, qui sont des belles boîtes, machin, qui nous font des beaux multiples. On en a, je dirais 5 qui nous font fois 1, fois 2. OK. Après le reste, voilà. Donc en fait, c'est vraiment quand on prend la loi mathématique, j'ai fait l'exercice, j'ai pris le fichier Excel de toutes les valorisations de toutes les boîtes, j'ai tracé ça, on tombe exactement à la loi de puissance avec une corrélation de 1. C'est parfaitement ça. Raconte-moi la loi de puissance. La loi de puissance, c'est, comment j'explique ça? Je sais pas l'expliquer. Eh beh, écoutez, vous irez sur Voilà. YouTube, vous vous démerderez tout seul. Merci. Heu, la question, là-dessus que je me pose, c'est est-ce que vous auriez pu faire alors oui, vous auriez pu faire mieux, mais est-ce que tu pourrais faire mieux? Est-ce que, avec des outils ou avec un meilleur process, est-ce que tu pourrais faire mieux? Est-ce que tu pourrais spotter plus tôt, ou ne pas investir dans les, 95-90, qui font rien? Il y a plusieurs choses qu'on peut faire mieux.
Oh, de toute façon, on peut toujours faire mieux. Oui. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire mieux, et ça, faut reprendre un peu en fait, quand on regarde la chronologie de comment fonctionne un deal, il y a le sourcing, faire le call, prendre la décision, réussir à closer et accompagner les boîtes Mmh. et la partie, post. On a mis énormément de focus ces dernières années sur l'accompagnement des boîtes, notamment toute la partie événements dont j'ai parlé, le côté, façon que les entrepreneurs connectent les uns avec les autres. Ça, Mmh. c'est critique parce que nous, on veut aider les entrepreneurs et ne serait-ce que parce que c'est un peu moi, de mon côté, en tout cas, c'est pour ça que je fais le job, hein. Je fais pas du tout ce job-là pour la performance financière, même si, au final, s'il arrive que ça fonctionne, mais moi, pour moi, c'est un résultat de faire le bien. Heu, mais, mais aussi parce que c'est vrai que ça nous aide à closer des boîtes, ça, c'est sûr, hein. Et parce qu'on veut pas être Kima qui est là, qui sert à rien, en fait. On a la possibilité de faire des trucs géniaux, bah, on va le faire, quoi. Donc ça, c'est le focus qu'on a eu. Ensuite après, sur la partie, sourcing, on s'est pas mal amélioré, je pense qu'on est plutôt OK. Non, on peut s'améliorer sur, comment on peut faire pour réussir à closer mieux, mais OK. Il y a des deals, parce qu'il y a des deals, évidemment, on voit toujours les deals qui sont pourris dans lesquels tu investis. Il y a beaucoup de deals dans lesquels mmh, vous investissez pas qui sont super aussi. Vous loupez ouais, des deals, des beaux deals. ouais. Vous les identifiez ça? Vous traquez un peu ces choses-là ou pas? Tous ceux qui sont passés chez vous, mais qui sont pas, sur lesquels vous avez dit non et On les traque pas dans un fichier, ça nous ferait trop mal. Mais mais on les connaît bien et ça fait mal. Non, non, mais par exemple, Jean, il cite très souvent, Hugging Face, Conto. mmh, Moi de mon côté là, marchera jamais ça. Conto, Hugging Face, boîte de merde. de mon côté, comme ça, out of the blue, je pourrais sortir, par exemple, Fintecture, que j'avais Mmh, passé. Heu, il y en a une tonne, en fait. mmh. Je les ai pas comme ça, j'ai une très Ce serait mauvaise mémoire de intéressant, nom, ce mais serait intéressant quand même dans ton CRM faut que je de le note même. pouvoir avoir le tu vois, comment on appellerait ça? Le nom de deal, le fail, la fail? L'anti-portfolio. L'anti-portfolio, merci, c'est le terme que je cherchais. Heu, bon, bah, évidemment, on les a tous ces casseroles, hein, mais Ouais. heu, très cool. Donc quand je refaisais tes calculs sur ton ratio, je sais pas si je peux le citer. Je vais le citer. Tu sais quoi? Parce que je suis comme ça, tant pis. Tu connais Silver? Nima Oui, Karimi? Ouais? Vous êtes dedans, vous? oui. Ouais? Ouais, il m'a proposé au bout d'un an de sortir sur un multiple, Mmh. très solide. Je sais pas si vous l'avez proposé aussi ce multiple, mais je l'ai pas pris. Ouais, x10, fais-y, on s'en fout, de toute façon, je l'ai dit. Nima, je t'embrasse et j'ai pas pris. On est d'accord que c'est débile, tu prends un x10 en un an? Coquille, non? Ouais. Bah, en fait, c'est le point. Tu me posais la question sur justement quels sont les points où s'améliorer et c'est vrai que nous, on a un point sur lequel s'améliorer sur le côté pur financier, hein, parce que là, j'ai parlé de tout ce qui était, sur la partie aider les entrepreneurs qui est en fait notre Mmh. principal ADN. Heu, sur le côté financier, il faut qu'on essaie de s'améliorer un peu à revendre parfois un peu nos participations. Parce que mais voilà, un peu de temps en temps, mais on essaie de le faire un peu à la marge, mais on essaie de pas trop le faire. Je suis sorti moi récemment de Maki. Je sais pas si vous êtes dedans aussi, Ouais, on Maki? est dedans, Ouais ouais. et vous êtes restés? Ouais, on est resté. Putain, ça il me fait gros FOMO là, tu vois? Moi je suis pas resté cette fois-ci. J'ai pris la leçon la première fois, je me suis dit: «Bon» mais j'avais une belle participation à mon niveau donc du coup, je me suis dit que c'était mieux que je sorte Mmh. mais OK. Mais c'est important, il faut savoir, sortir au bon moment et ça, c'est vrai que le job d'investisseur et notamment, parce qu'on a été entraîné dans des très belles années, en fait. Mmh. Moi, j'ai commencé en 2015, la réalité, c'est que ça se passe très bien et on a des plus-values papier et voilà. Mais le job de savoir revendre au bon moment, c'est un job qui est très compliqué, sur lequel en France, on sait pas très bien je vois peu d'investisseurs qui savent bien le faire. Vous avez revendu pour combien, tu sais, au total? C'est-à-dire? Bah, vous avez investi donc 15 000 000 fois 10, Mmh, 150 000 000. Pour combien vous avez revendu? Tu connais le montant? j'ai pas le montant en tête. Mais Tu me le dirais si généralement tu le connaissais? ouais, ouais. Ouais. J'ai pas le montant en tête, mais en fait, la réalité, c'est qu'on a beaucoup d'exits. Il y a beaucoup d'exits. On dit qu'en France, il y a pas de liquidité et cetera. Alors oui, il y a moins de liquidité qu'aux États-Unis, mais la réalité, c'est qu'il faut pas sous-estimer des exits un peu plus petites. Mmh. Les Tu sais exits qu'on combien vous avez fait, fait d'exits en 2024, par exemple? en 2024, j'ai pas, mais par exemple là, actuellement, depuis, 3 mois, on en est sur, 4-5 exits que je traite, quoi. Et c'est quoi? Vous faites, 1 000 000 à chaque fois? Enfin, je veux dire, Non, il y en a certaines, on a investi 150, on récupère 500, 600, mmh, 700. Il y en a certaines, on récupère juste notre mise, certains, on récupère 0,5 fois la mise. Et il y en a comme ça, mais ça fait circuler ouais, l'argent, ça nous permet de réinvestir dans d'autres pépites, et cetera. OK. Ouais. Le plus gros exit que vous ayez fait? Le plus gros exit qu'on a fait, je pense que c'est TransferWise. Wise. Combien?
Je sais pas le chiffre en tête, mais on était là au tout début jusqu'à l'IPO, Mmh. donc ça représente un bon montant, quoi. Tu me disais l'argent tourne en France, enfin, pardon, je t'ai coupé à ce Mmh. moment-là, mais tu me disais on dit qu'il y a pas d'exit possible, c'est pas vrai? Il y a des exits, nous on le voit dans notre portfolio. Alors c'est pas forcément les exits comme on voit aux États-Unis où les gens se font racheter, 10 000 000 ou se font racheter 1 000 000 et cetera. Mais on a des exits qui sont là, sur lesquels nous on voit les transactions se faire, qui sont des exits qui sont assez sympas, sur lesquels, à la limite, pour certaines, on récupère juste notre Mmh. mise. Mais il y a aussi des exits à 2 fois la mise, 3 fois la mise, 4 fois la mise, 5 fois la mise et qui sont des exits qui sont très sympas avec des entrepreneurs qui ont fait, des histoires. Mais même une exit à 1 fois la mise, hein, c'est exceptionnel, en fait. Mmh. Quand on regarde la difficulté de monter une boîte, réussir à revendre sa boîte, c'est incroyable. Je suis d'accord. On a une tendance à se dire: «Oui, C'est voilà, c'est pas ce incroyable, qu'attendent tes investisseurs, mais enfin, c'est ça. revendre ta boîte, Et c'est ouais». super dur, c'est Moi, super dur. j'en ai fait un certain nombre de boîtes. Tout le monde te félicite quand tu lances ta boîte. Je veux dire, faut te féliciter quand tu la vends. Bah Moi, oui, enfin, en vendre, j'en ai pas vendu tant que ça. J'en ai vendu quelques-unes, mais j'en ai pas mmh, vendu comme ça et le deal à la sortie, c'est dur. ah oui, Putain, c'est dur. La négo, le mmh. truc, c'est oh! On n'est jamais à l'abri que même pour une petite exit, on n'est Mmh. jamais à l'abri qu'il y ait, Jean-Michel dans le département engineering qui est en fait, il était jaloux de pas être dans la boucle et en Tu fait, connais l'adage en M&A, hein. De toute façon, mmh, dans la fusion-acquisition, les consultants M&A, tous les gens qui font des deals, les banquiers d'affaires et cetera, ils veulent pas faire de petits deals parce qu'ils disent: «Ça paye 10 fois un deal 10 fois plus petit, ça paye, 10 fois moins qu'un gros deal». Sauf que sauf que, tu as le même shitstorm, tu as le même boulot, c'est la même chose. Il y a autant d'affects, il y a autant de trucs, c'est aussi compliqué. mmh, Ça, j'en suis persuadé. Pour avoir acheté et vendu des boîtes mmh. à 200 000 comme à 10 millions, en l'occurrence, c'est comme ça que ça fonctionne. Je suis pas allé sur moi-même, hein, en étant impliqué sur des 100, 200, 1 milliard, mais OK. Où est-ce que vous avez été mauvais sur ces 10 dernières années, Alexis? Est-ce qu'il y a des trucs sur lesquels vous avez été mauvais? Sauf qu'on a été mauvais. Truc où tu dis le matin: «Putain, faut vraiment qu'on s'améliore là-dessus parce que» En fait, ce qui est marrant, c'est que à la fois Jean et moi, on a tendance à en fait, on se on se remet toujours en question sur tout, dès qu'il y a un petit signaux faible mmh. et c'est ça les deux trucs où je pense que, bah, là, tu me demandes ce qu'on a été mauvais, du coup, je te dis ce qu'on a bien fait, mais je devrais pas répondre comme ça. Vas-y, commençons. Pardon, c'était la prochaine question que j'aurais C'est pu faire. que la réalité, c'est que le marché change énormément. Les gens, quand on a un truc qui fonctionne bien, les gens essaient d'aller nous chercher, d'aller nous défoncer et ça nous arrive tous les 2 ans. Il y a un nouvel, pas ennemi, mais il y a un nouvel quelqu'un qui arrive sur le marché et un truc, heu, Jean et moi, on a, c'est qu'on a tendance à un peu s'auto-flageller, pas s'auto-flageller, c'est-à-dire qu'en Mmh. fait, on est assez lucide sur nos points faibles et d'agir assez vite sur nos points faibles. Après, il y a un truc où c'est vrai qu'on a été mauvais, c'est que pendant très longtemps, on a sous-estimé la partie closing, où en fait et ça allait de pair avec la value proposition de Kima, avec ce qu'on apportait aux entrepreneurs. Pendant très, très longtemps, on n'apportait pas assez aux entrepreneurs. Mmh. Aussi un truc où on a été mauvais, c'est que je pense qu'on n'a pas assez communiqué sur la brand de Kima en tant que Kima. C'était vachement leveragé sur des brands personnels individuels Ouais. et là, on essaie de corriger ça, depuis. Ce que tu fais très bien aujourd'hui. Hem, hem, vous investissez en 30 minutes. Mmh. Hem, Moi, je trouve que la difficulté là-dessus, c'est que tu as des taiseux et tu as des gens qui te vendraient enfin, je repense à Maki, à Maxime Legardez, tu même pas d'ailleurs besoin de lui parler. Le mec, il est par WhatsApp, il t'a déjà vendu sa boîte à 30 millions de ballots, quoi. Donc je veux dire, alors qu'il a même pas un PowerPoint, quoi. Il a juste un autre texte sur WhatsApp. Puis tu en as qui savent pas du tout faire ça, qui sont pourtant excellents en exé, sur plein de choses. Quels sont les fondamentaux, les choses, est-ce que tu as des super green light et des, red light, à me partager? Au moins les tiennes, je sais pas s'il y en a qui sont pour tout Kima ou si elles sont personnelles à chaque fois. Sur comment on analyse les fondateurs? Ouais. En fait, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est on essaie de recruter des fondateurs. Donc on a une grille de lecture. Mmh. Notre grille de lecture, c'est que 80 de l'analyse, elle est sur la rapidité d'exécution, la rapidité d'apprentissage, la passion et le drive. En gros, l'envie de tout casser Mmh. et le fait que ça se voit. Comment est-ce qu'on Comment est-ce qu'on voit ça? C'est 3 choses.
C'est le premier, il y a des fondateurs, quand ils pitchent, c'est évident, on voit qu'en fait, la réalité, c'est qu'ils ont envie de on se dit: «Bon, voilà, shut up and take my money», Mmh. quoi. Et le deuxième, c'est qu'on pose des questions, on regarde la rapidité d'exécution dans les chiffres. Par exemple, si jamais ils ont une croissance de revenus, on regarde la croissance du revenu, voir un peu si jamais, pour sentir un peu à quel point ils exécutent vite. Mmh. Et le troisième, c'est en fait, on leur pose des questions sur la timeline du passé. C'est-à-dire que je leur pose la question de quand est-ce qu'ils se sont rencontrés, comment ils ont eu l'idée, et on déconstruit en fait ce qui s'est passé dans le passé jusqu'à maintenant. Et ensuite après, on leur pose des questions dans le futur. Et en le faisant ça, en voyant je sais pas, une quarantaine d'entrepreneurs dans la semaine, voilà. En fait, on arrive à voir des patterns et à juger relativement. Et c'est ça qui se passe, c'est qu'en fait, l'entrepreneur est jugé relativement Ouais. par rapport aux autres Pas entrepreneurs de en la semaine, OK, pas par rapport à cette empiriquement. rapidité d'exécution. Et dans ces jugements relatifs, tu as quand même des choses, je sais pas moi, qui sont arrivées, qui te font dire à chaque fois si quelqu'un te dit ça l'élimine direct? Heu, ouais, ça arrive, ça arrive. Quel mot, quel terme? Vas-y, aide-moi. Bah, par exemple, qu'est-ce que je pourrais dire? Ah, je sais jamais, en fait, on me pose tout le temps ces questions, il faudrait que je la prépare parce qu'en fait, on me Ouais. pose toujours cette Est-ce question que parce si que je te dis: «Je vais faire le Uber du, machin ou le Facebook du machin», ça peut non, être un non? non, Non? parce qu'en fait, la réalité, c'est que je vais creuser pourquoi. Pourquoi tu as Mmh. eu l'idée? Pourquoi est-ce que tu as réfléchi à ça? Je vais essayer de rentrer, justement, je vais essayer de rentrer sur le pourquoi parce que si ça se Mmh. trouve, en fait, tu as eu, c'est juste un label et de l'autre côté, tu as eu une idée profonde derrière. Mmh. Non, un signal de red flag, par exemple, ça peut être un manque d'ambition. Par exemple, l'entrepreneur qui dit: «Oui, bah, en fait, moi, je fais ça, rapidement, sur le côté. En fait, moi, mon but, c'est de revendre dans 6 mois». En fait, ben, en gros, c'est compliqué, quoi. On n'est pas un peu les champions du monde d'ambition en France? Du champion de manque d'ambition? Ouais. Un peu. En fait, non, c'est pas qu'on manque d'ambition. Le problème qu'il y a, c'est qu'on a une formation en France qui, même pour les écoles business, qui est une formation qui est en fait très très ingénieur, qui est en fait très mathématique. Heu et en cours de maths, la réalité, c'est qu'en fait, on nous force à poser les hypothèses et si on ne met pas si X est positif, alors c'est très bien qu'X est positif. Si on ne le met pas, on se fait éclater. Et donc du coup, ça nous force à réfléchir par étapes. On veut prouver les choses avant de les lancer. Et on voit, par exemple, les entrepreneurs français ont énormément de qualité, mais par contre, c'est vrai que ils ont toujours un peu peur. Ils ont peur d'exposer les choses, parce qu'ils veulent être toujours dans le vrai. Là où par exemple, moi j'étais, l'autre jour on a fait un événement, avec des entrepreneurs français qui avaient vendu aux États-Unis. Ils avaient fait une école d'ingénieur française. Ils disaient: «Bah, en fait, moi quand je vais aux États-Unis, parfois ça me frustre un peu parce que parfois, je raconte de la flûte et ils me boivent mon langage comme ça. En fait, je peux leur raconter n'importe quoi. Ils ont pas besoin d'être dans le vrai et voilà, parfois c'est un peu frustrant, mais la réalité c'est que ça va vite. Ils voient grand, ils voient un machin, ils prennent des leap of faith et enfin, pardon, prennent des approximations Mmh. parce qu'en fait, ils veulent aller vite. Et c'est vrai que du coup, nous, on a plein d'entrepreneurs et par exemple, j'ai le cas actuellement avec, un entrepreneur qu'on accompagne. Il fait une boîte dans la fintech. Il voit son truc parfait et cetera. C'est nickel, Mmh. hein, c'est très, très bien fait. Mais en fait, le truc, c'est que comme il s'enferme dans son schéma qui s'est fait, dans ses hypothèses, dans son truc qu'il va réaliser, Mmh. en fait, il ose pas se dire: «Mais en fait, je pourrais, aller en Europe direct. Je pourrais aller aux États-Unis, je pourrais faire ce genre de choses ou je pourrais faire quelque chose qui est beaucoup plus énorme. Je veux faire le nouveau SpaceX, je veux faire le, je sais pas, Mmh. je veux faire, voilà, je vais pas donner plus parce que sinon je vais dire qui c'est. Voilà. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'une des personnes qui leur a poussé cette ambition, justement à cet entrepreneur-là, c'est Augustin. Avec Justin Seigneur, Chamonix, Augustin ouais. l'a eu au téléphone et en fait, justement, c'était une des personnes qui l'a poussé à avoir plus d'ambition et c'est très, très bien et c'est génial ça. Il faut Non, ça. mais moi, en fait, je l'ai réalisé parce que je l'ai vraiment vu autour de moi beaucoup. Il y en a, hein, il y a des cas Mmh. exceptionnels, mais moi, le premier, sur mes 10 premières années d'entrepreneuriat, je me bridais, mais de malade. En fait, et celui qui m'a ouvert les yeux là-dessus, c'est Edgar Gros-Piron. Tu vois qui c'est? Mmh. Un skieur professionnel, un skieur qui a été champion olympique à Albertville de ski de boss. Écoute ce podcast que j'ai fait OK. avec lui sur Génération It Yourself. Et tu vois, on a fait une masterclass pour entreprendre avec l'EDEC. Et la masterclass, on l'ouvre sur Edgar Gros-Piron. Après cet épisode, je me suis dit, on peut commencer par ça. Parce que, en fait, les questions qu'on va te poser, pas chez vous, chez Kima et encore de temps en temps, mais dans les masterclass pour entreprendre, c'est est-ce qu'il faut que je fasse une SAS, une SARL? Je dis, mais on s'en fout, en fait. Qu'est-ce qu'on s'en fout? En revanche, ce qu'il faut que tu te poses comme question, c'est où tu veux aller. Mais
Est-ce que tu veux être gros, Mmh. très gros ou énormissime? Et que quand tu mets Edgar Gopiron là-dessus, le mec, tu vois, depuis en 89, 90, 91, il fanfaronnait en disant: «Eh regardez-moi bien, je vais être le champion Mmh. olympique à Albertville». Il s'est foutu une pression, mais tellement folle que, il avait plus le choix. Mmh. Et il est arrivé, tout le monde l'attendait au Mmh. tournant, il a été champion olympique à Albertville. Et tu vois, il y a un moment, il te dit, lui, il t'explique: «Tu ne peux pas», je le raconte un peu trop, mais «Tu ne peux pas être champion olympique par hasard. Mmh. Il faut l'avoir décidé». Mmh. Donc toi, tu veux que ta boîte, elle cartonne, décide-le à un moment. Après, tu vas mettre les choses en place pour qu'elle cartonne. Mmh. Mais Mais c'est, c'est tellement pas français. moi ce que Raphaël Vulliam de Luco m'avait dit à chaque fois qu'il avait fait un tour de table, c'est à chaque fois, il avait l'impression de sauter dans le vide. Mmh. De sauter dans le vide, parce qu'en fait, voilà, c'est aussi le modèle Luco qui était comme ça, quoi. Il avait l'impression de se jeter dans le vide et de devoir s'accrocher dans la falaise et faire le truc au fur et à mesure, quoi. Et voilà, c'est comme ça. Et après, il y a pas qu'une question de prendre de risques, c'est une question de comment se projeter. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, il y a le cas dans l'expansion internationale. Mmh. Alors oui, c'est difficile, je dis pas que c'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts, mais il y a beaucoup de gens qui se mettent des barrières mentales et que c'est genre que ce soit dans l'international, que Bien ce soit sûr. mais dans tous les sujets, en fait, beaucoup de gens se mettent des énormes barrières mentales en disant que c'est compliqué, donc du coup, le font pas. Alexis, est-ce que ton background techno te permet de comprendre mieux des ingés peut-être? Certains, enfin moi, quand même, dans l'absolu, cliché, pardon, mais les ingés sont plus introvertis que, les sales, par nature, c'est aussi souvent soit enfin, je sais pas quel est le serpent qui se mord la queue là-dedans, mais en l'occurrence, est-ce que, tu arrives mieux à déceler des choses, à mieux comprendre, tu crois, que Jean ou que d'autres ou à force, c'est pareil? Dans le côté dans le côté people, je veux dire dans le côté, lire le fondateur, son ambition et cetera, je pense que ce soit un ingénieur, que ce soit quelqu'un qui sort d'une école de commerce, c'est à peu près pareil, c'est les mêmes grilles de lecture et cetera. Heu, Là où ça apporte quelque chose, c'est pour pouvoir créer un lien, beaucoup plus fort et deuxièmement, pouvoir mieux comprendre ce qu'il fait. Mmh. C'est vrai qu'on a les mêmes références, quand il parle de parfois on peut parler un peu de sujets techniques, parfois on peut rentrer dans les détails et ça, c'est vrai que ça aide. Quel, taux de proposition, d'accompagnement vous faites qui est refusé? De boîtes qui veulent pas que vous rentriez finalement? Vague idée? Heu, Ça dépend des moments, ça dépend des moments. On avait fait le match pendant un moment, heu, un compétiteur, enfin un compétiteur, un ami, mais Mmh. on faisait beaucoup de deals ensemble, mais parfois de temps en temps on était un peu frontal sur des deals. Celui où ça a été le plus difficile chez Kima. On a fait le match après, on s'est retrouvés, hein, au bout de 2 ans, on a raté que 2 ou 3 deals. Oui, très Donc en faible. fait, ça va, c'est dur, on se bataille, mais c'est Mmh. bien de se batailler, c'est bien d'avoir un peu de compétition, Je ça suis nous permet d'accord. justement de pouvoir innover. En fait, Ouais, et typiquement tout ce qu'on a fait sur la value proposition de Kima, les événements et cetera, si on n'avait pas de compétition, on l'aurait pas fait. pas s'endormir. Hem, Est-ce que tu as vu des vagues? Toi, ça fait 10 ans, donc on avait, le SaaS, Mmh. B2B, on a eu, je sais pas, certains e-commerce, on en a parlé un peu ou des brands, des choses comme ça, comment on appelle ça? Native, c'était quoi tu sais, les brands, qui font Oui, que du e-commerce et tout ça, mais que tu as probablement pas fait toi, mais ça va me revenir, un les truc comme digital native ouais, vertical brand, les ouais, DNVB. DNVB, merci. Moi, j'en ai fait une ou 2. D'ailleurs, bien m'en a pris, je suis dans un truc qui s'appelle What Matters qui cartonne, mais voilà. Il y a eu d'autres trucs. Bon, j'imagine que la blockchain, l'IA, c'est des trucs qui vont. Est-ce que la blockchain, ça se tarit d'ailleurs? Est-ce que c'est full IA en ce moment? Est-ce que c'est pas trop cher? Est-ce que tu peux me raconter un peu l'état du marché, ce qui s'est passé? Donc oui, on a vu des vagues, heu, on voit toujours des vagues, et ces vagues sont à peu près celles que tu as citées, hein, voilà. OK. Heu, Là, on a vu une énorme vague blockchain en 2020-2021 comme tout le monde. Qui On était pas un scam, mais qui a explosé en plein vol ou il y avait quand même plein de trucs bien qui cartonnent toujours? Il y a des trucs bien qui cartonnent toujours. OK. Heu, la base, c'est qu'en fait, pour les boîtes, l'important, c'est de faire des choses que les gens veulent. Mmh. Donc nous, on avait une thèse dans la blockchain qui était toute bête, c'est qu'on voulait pas faire on n'a jamais fait de deal un peu on en a fait quelques-uns forcément parce que tout le monde en Mmh. a fait un peu, mais on voulait vraiment faire des boîtes qui ont un use case pratique sur lequel la blockchain apporte vraiment quelque chose. On ne veut pas investir dans la technologie comme une fin, on va investir dans la technologie comme un moyen. OK. Et c'est à quel point, en fait, la blockchain permettait de pouvoir aider l'utilisateur final comme technologie. Parce que c'est comme, par exemple, je prends l'exemple d'Uber Eats.
personne ne va sur Uber Eats parce que c'est une Python-based marketplace Mmh. pour acheter des pizzas. Les gens vont sur Uber Eats parce qu'en fait, ils veulent des pizzas parce qu'ils ont faim. Ouais, et puis que c'est plus simple Voilà, de commander la pizza sur Uber Eats. c'est Parce ça. que j'ai commandé, putain, pardon, mais c'est là où je me suis dit qu'ils sont super Mmh. forts. Je suis allé sur Big Mama l'autre jour pour commander une pizza pour mes enfants, dimanche soir. Et en fait, je fais le Mmh. process de vente. Et en fait, à la fin, je me rends compte que en fait, je suis sur Uber Eats, quoi. Alors que j'étais sur Mmh. bigmama.com, quoi. Enfin, tu te dis: «Mais c'est des ouf». Ouais, mais c'est si la technologie qui est derrière permet de faire ces cas d'usage qui fait que la pizza arrive plus vite, bah, les gens vont aller sur ce service et c'est Mmh. ça que les gens achètent. Et donc du coup, dans la blockchain, on a toujours acheté ça. OK. Et maintenant, on a toute la partie vague de l'IA. Donc les gens médisants disent qu'en fait, c'est une vague comme la blockchain. La réalité, ce qui se passe, c'est que ça fait très, très longtemps qu'on essaie de trouver la technologie qui va permettre de créer le nouveau usage. Donc en fait, il y avait eu, internet dans les années 90-2000. Il y a eu le Web 2 dans les années, 2002-2004. Ouais, avec les Hem, réseaux sociaux, c'est le ça. mobile. Il y a eu le mobile, avec les smartphones en 2007-2008. Hem Et en fait, depuis, il s'est pas passé grand-chose. Et donc tout le monde pensait que la blockchain, ça allait être cette technologie. Hem Et il se trouve que c'est une technologie qui est géniale pour plein de use cases, mais je pense pas que ce soit la révolution du mobile comme ce qu'on avait vu à l'époque. C'est un truc de back office, C'est un truc c'est les payment, c'est les rails de paiement du futur. C'est de quand paiement, voilà. de property, enfin d'ownership, quoi, Mmh. pour valider que c'est à toi ou à un autre, le traçabilité, quoi. Ouais. Mais personne ne le verra. Non. Voilà. Et maintenant, la réalité, c'est que l'IA est probablement ce qu'on attendait. Mmh. C'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'on attendait. On voit avec l'amélioration, comme quoi ça continue de s'améliorer, et on voit des choses absolument incroyables aujourd'hui. Donc oui, ça, aujourd'hui, on voit une énorme vague IA, mais moi, j'appelle pas ça une vague. Parce qu'en fait, là, aujourd'hui, hem, c'est vrai que c'est une technologie qui est transformationnelle. Mmh. Transformationnel. C'est marrant parce que j'ai quand même beaucoup de gens qui les rejettent. Moi, j'ai fait un épisode de Génération Do It Yourself avec Jean Covici, qui dit en gros, ça change rien et c'est optionnel, mais tu as envie de dire, bah, oui, comme le mobile ou le paiement en ligne, quoi, finalement, l'achat en ligne. Enfin, tu peux dire c'est optionnel, on peut s'en passer, on peut aussi retourner au feu, dans la savane. Mais ça, c'est une différence de mindset énorme que nous, on voit, notamment entre la France et San Francisco. Mmh, Nous, ce qu'on voit dans notre portfolio, c'est que tous les entrepreneurs. J'ai le cas d'un entrepreneur, il va à San Francisco tous les 6 mois depuis des années. À chaque fois, il dit: «C'est trop bien, je reprends de l'énergie». Là, il y est allé et il a dit: J'y vais tout le temps, là, je me suis pris une claque». Parce qu'en fait, tout le monde là-bas est AI native. Tout le monde là-bas construit des boîtes avec de l'IA et en fait, l'IA amène une rapidité d'exécution, une vélocité mmh. d'exécution comme jamais. Et en fait, il se trouve que en France, même les startups aujourd'hui, elles n'appliquent pas totalement l'IA en interne. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de startups qui n'utilisent pas Cursor. Et il y a beaucoup de startups aujourd'hui qui le disent pas, mais qui en fait aujourd'hui se font challenger par des builders qui en fait ils sont tout seuls ou ils sont 2. Mmh. Ils utilisent Cursor, ils font des boîtes qui sont AI native et qui vont aller taper toutes ces boîtes-là qui ont levé des séries A, séries B, séries C. Et ça, ils le disent pas trop Ouais, parce qu'ils veulent pas trop que ça se sache. c'est fou. C'est vrai qu'on là-dessus, bon, et après, c'est à nous de promouvoir ça aussi, Mmh. en tant que, personne visible, tu vois, en l'occurrence. Ce que j'essaie de faire depuis 2 ans, vraiment à fond sur l'IA, et à la fois, on me le reproche aussi pour le climat, pour tout ça. Le climat, les femmes, les choses comme ça, c'est des choses, vous, c'est pas votre business, vous êtes agnostique? Bah, en fait, nous, on traque le nombre de femmes, dans lequel on investit. Je ne demanderai pas le Je n'ai pas le chiffre en tête, mais ça, c'est assez, je pourrais demander à Jean, il l'a. OK. Hem, et on voit que c'est une métrique qui s'améliore, honnêtement. Hem et ensuite après, nous, ce qui se passe, c'est qu'on forcément, on regarde les impacts climat, on regarde des boîtes à impact, on regarde ce genre de choses. Et on en fait plein, honnêtement. Hem mais après, vu que, après nous, on est focus sur le fait de financer des gens qui ont faim, qui ont envie de faire des choses énormes dans des marchés intéressants. Donc on va pas faire une boîte à impact parce que c'est une boîte à impact. On va faire une boîte à impact parce qu'en fait, on veut que la boîte à impact utilise l'entrepreneuriat pour faire un truc énorme. Par exemple, quand on investit dans Electra, quand on investit dans toutes ces boîtes-là, Mmh. c'est parce que il est en train de faire un truc exceptionnel. Et en fait, et c'est une boîte à impact, donc on a ce ratio de boîte à impact, mais on l'a, voilà, après coup, on fait pas. Quels outils? Tu m'as parlé de Cursor pour, de l'IA, enfin du code IA. Quels outils indispensables tu vois aujourd'hui ou dont tu peux pas te passer toi? Moi, aujourd'hui, bah, ça, c'est vrai que Cursor, moi, je peux pas m'en passer. Le feu, OK. Les outils de Granola pour la transcription, pour tout ce qui est transcription audio. Ah ça, on n'utilise pas ça nous, on en a d'autres, ouais.
En fait, c'est parce que Granola faisait pas de français jusqu'à il y a 2 semaines. Ok. Et c'est génial. Donc j'utilise beaucoup Granola. Qu'est-ce que j'utilise d'autre? Bon, forcément ChatGPT, mais comme tout le monde, et Mistral comme tout le monde. T'as quel non, Mistral, je n'utilise pas, mais tu vas m'expliquer après. T'as quel abonnement sur ChatGPT? Plus. Donc 20 Ouais, par c'est mois. ça. Ok. Je suis passé depuis quelques mois au pro à 200 par mois. Ouais. Et c'est pas mal, hein. Ok. Parce que ça fait du raisonnement. Et t'es quand même un peu next level sur pas mal de choses, ouais. Ok, je te serai. Ouais. Là, j'ai fait mon programme pour aller à Venise avec ma famille. C'est mieux en plus, en pro qu'en plus. Ok. Ok, Mistral, pourquoi, comment? Mistral, c'est quand j'ai des besoins. En fait, c'est quand j'ai des besoins. J'utilise surtout en API. Ok. Et pour tes startups, tu leur dirais, donc celle-ci, t'en as d'autres en tête qu'il faut absolument avoir en tête ou à tester ou Tester tout. tester tout? Tester tout. Ok. Mais c'est vrai que Cursor, c'est impressionnant. C'est moi en tant que Moi, je suis développeur. pas dev, donc ouais. Mais moi, en tant que développeur, je vois la rapidité de vélocité. J'ai fait un petit projet le week-end, machin, et la vélocité que ça apporte d'utiliser Cursor, Cursor plus ChatGPT d'un autre côté. Une landing page, moi j'étais en attendant le métro, j'ai pris mon iPad, j'avais mon stylet, j'ai fait une espèce de truc, j'ai dit ready, une espèce de petit mock-up à l'arrache avec un Mmh. pencil. Je l'ai envoyé à ChatGPT, bam, il m'a écrit le code, je l'ai réintégré dans Cursor, paf, 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 je fais une vitesse, Donc c'est c'est pour le back-end impressionnant. plutôt? Back-end, front-end, tout ce qui est développement. Lovable, t'as essayé? J'ai utilisé Lovable. Alors Lovable 1 était très, très bien pour faire des landing pages, pour faire des outils qui en fait fonctionnaient pas trop. J'ai Mmh. eu des très, très bons retours de Lovable 2 que j'ai pas encore testé. Ok. Fantastique. On te suit où? Tu publies toi un petit peu? Sur Heu, LinkedIn? sur LinkedIn, ouais, Ok. très bien. Alexis Robert, Twitter? Oui, c'est Non, ça, X, Alexis non? Robert, et sur LinkedIn, sur Twitter, pareil. On mettra les liens ensemble. J'espère qu'on aura l'occasion, en tout cas, de faire plein de deals ensemble avec OVNI, avec vous. Bravo, en tout cas, pour Kima et tout ça. Moi, j'aime le côté radical que vous avez dans l'efficacité. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et c'est marrant de se dire, il faut tout pour faire un monde. Et il y a des gens qui font vraiment l'extrême opposé sur du plus late stage, qui font tout dans les moindres détails, etc., etc. Et je trouve ça vraiment très, très cool. Donc merci. Avant de te laisser, tu aurais un livre en tête à me recommander, un Ouais. livre qui t'a retourné? Ouais, Le Mom Test. le Mom Test. Le Mom Test. MUM, comme la maman. MOM comme la Ah, maman. ok. Mom C'est Test. honnêtement, moi j'aurais appliqué ça quand j'étais entrepreneur, j'aurais pas planté ma boîte. Ok. Le C'est Mom Test. Comment parler à ses clients, avec les clients c'est incroyable. et apprendre si votre idée est bonne quand tout le monde vous ment. Ouais, c'est ça. Parce que en fait, le problème qu'on a, c'est que les clients et les gens avec qui on parle, en fait, ils nous mentent tout le temps, quoi. On dit: Mmh. «Est-ce que, si jamais, je te présente une idée de produit, je te demande si jamais c'est bien», tu vas toujours me dire: «Oui». Et en fait, c'est comme Dr House, tout le monde ment. Mmh. La question, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser des questions pour faire en sorte d'avoir la vraie information sur comment les gens vivent, comment les gens vivent leurs pain et leurs problèmes pour, ensuite en faire un produit avec. Extra. Écoute, un grand, grand, grand merci. Alexis, Robert, on t'ajoute sur LinkedIn tous ensemble. Moi, je le fais tout de suite maintenant. Suivez, abonnez-vous. On a remarqué qu'il y a plein de gens, ça c'est dans tous les podcasts, tous les trucs, mais 85%, entre 80 et 85% des gens qui écoutent un épisode ne suivent pas le podcast. Donc, vous pouvez nous ajouter sur YouTube, sur LinkedIn, évidemment, non, sur Spotify, sur Apple Podcast, voilà, et comme ça, vous allez nous retrouver plein de gens passionnants comme Alexis. Moi, j'ai trop de chance d'avoir ce petit podcast en plus, qui est le bonbon que j'ai toutes les semaines pour me remettre bien les pieds à chaque fois dans l'investissement, les startups early stage, qui est quand même une religion pour moi aussi. À plus, Merci. merci Alexis. Ciao.